N'Djamena abrite du 3 au 4 octobre la 42e session ordinaire du conseil d'administration de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire. C'est le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadi qui a ouvert les travaux ce matin. Visite inopinée du chef du gouvernement dans 3 établissements d'enseignement secondaire de la capitale. Joseph Djimrangar Dadnadi est allé constater l'effectivité de la rentrée scolaire et l'application de la réforme du système éducatif tchadien. Et puis, le ministre du Pétrole et de l'Énergie et son collègue de l'Environnement et des Ressources halieutiques ont fait une descente sur le champ pétrolier de Koudaloa. Objectif, vérifier l'application des mesures prises il y a 2 mois. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité. N'Djamena abrite depuis ce matin la 42e session ordinaire du conseil d'administration de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar. Cette session ordinaire permettra aux experts et ministres de l'enseignement supérieur des 15 pays membres de conjuguer leurs efforts pour pérenniser les acquis de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire. C'est le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadi qui a ouvert la cérémonie. Service Ngardjelay. Placée sous le haut patronage du Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadi, la 42e session ordinaire du conseil d'administration de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire vise à pérenniser les acquis de la dite école. La cérémonie a vu la présence des membres du gouvernement du Tchad, de quelques ministres du Sénégal, du Niger, de la Centrafrique, des parlementaires, des diplomates accrédités au Tchad et autres. Durant 2 jours, les experts et les ministres en charge de l'enseignement supérieur des 15 pays membres de l'EISMV vont conjuguer les efforts pour renforcer les capacités de cette école afin d'atteindre l'objectif recherché. Selon le directeur général de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar, professeur Louis-Joseph Bangué, son école a formé depuis sa création en 1971 1213 étudiants, parmi lesquels 42 docteurs. Le président du conseil d'administration de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire déclare que son institution est un moyen efficace de bouter hors du continent africain les maladies animales. Pour atteindre cet objectif, la contribution des pays membres de l'EISMV est nécessaire. Poursuivre l'effort de renforcement de la crédibilité de l'EISMV, tant parmi les États membres qu'au-delà de ceux-ci, l'effort de diversification des sources de financement de l'école et de responsabilisation accrue, collective et individuelle des États membres. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est réjoui de la marque de confiance placée en son département pour organiser cette session ordinaire. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, que j'ai l'insigne honneur de diriger, est richement comblé cette année car c'est pour la 2e fois en l'espace de quelques mois seulement que nous accueillons 2 rencontres d'envergure internationale. Il s'agit de la 35e session du CAMES et de l'actuelle session ordinaire du conseil d'administration. Cela nous honore, nous réjouit et nous encourage du plus haut degré. Les travaux qui seront abattus à l'issue de cette session ordinaire par les experts seront entérinés des décisions des ministres de l'enseignement supérieur des 15 pays membres de l'EISMV. Ouvrant les travaux de la 42e session ordinaire du conseil d'administration de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire, le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadi se dit satisfait de la tenue de cette session ordinaire. Nous l'écoutons. Notre pays a toujours accordé une attention méritée aux institutions de coopération régionale. Au nombre de celles-ci figure naturellement l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire, qui a été portée au fonds baptismaux ici même à N'Djamena par la convention de Fort-Lamy de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation commune africaine et malgache OCAM le 29 janvier 1971. Plus de 42 ans déjà et cette 42e session ordinaire du conseil d'administration va être ainsi
la troisième du genre que le Tchad abrite, après celle de 1999 et 2007. C'est ici encore et comme ailleurs la claire expression de notre attachement à la coopération régionale et à la solidarité africaine. La vocation agro-silvopastorale de notre pays vient marquer d'un sceau particulier cet attachement. Je puis vous assurer que notre pays, fidèle à ses engagements internationaux, répondra toujours présent pour que cet outil d'intégration africaine se renforce davantage et s'engage à contribuer à sa vocation de centre régional d'excellence pour la formation, la recherche et la revalorisation des ressources humaines. Mesdames et messieurs, comme indiqué tantôt, la vocation rurale de notre pays nous a fait comprendre que l'élevage fait partie des secteurs prioritaires de l'action du gouvernement et nous l'avons décidé ainsi. Sous la conduite clairvoyante de son Excellence Idriss Déby, président de la République, chef de l'État, des efforts considérables ont été déployés pour améliorer la rentabilité de ce secteur et en faire un des piliers de l'économie nationale. Notre nouvelle démarche vise à mettre en œuvre une véritable politique de développement du secteur de l'élevage pour en faire un levier de la croissance économique et contribuer ainsi à réduire la pauvreté. La sécurité sanitaire du bétail par la lutte contre les maladies émergentes, la qualité nutritionnelle des produits d'origine animale, une plus grande intégration des éleveurs dans le tissu économique national, voilà autant d'axes qui matérialisent l'attention dans laquelle est appelée à s'inscrire désormais l'École inter-État des sciences et médecine vétérinaire. C'est autant ainsi que le Tchad attend beaucoup de vos assises dont les résultats, je n'en doute point, permettront à l'École inter-État des sciences et médecine vétérinaire de se reconforter dans sa position de pôle d'excellence. C'était le chef du gouvernement à l'ouverture des travaux de la 42e session ordinaire du conseil d'administration de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire ce matin. Et puis le chef du gouvernement s'est rendu dans 3 établissements d'enseignement secondaire de la capitale aujourd'hui. Le Premier ministre tient à vérifier l'effectivité de la rentrée scolaire et l'application de la réforme du système éducatif. Il s'est rendu au lycée Félix Eboué, au lycée collège du Sacré-Cœur et au lycée de Walia. Si le démarrage de cours reste mitigé au lycée Félix Eboué, l'application de la réforme est totale dans les autres établissements visités. Assira Nambatingar. C'est une visite inopinée pour s'enquérir de l'effectivité de la rentrée pédagogique et de l'application intégrale de la réforme du système éducatif. Le lycée Félix Eboué 1 et 2 constitue la première étape. En application de la réforme, cet établissement fonctionne avec 3 niveaux, seconde, première et terminale. Avec les 2 proviseurs, le Premier ministre Joseph Dimranga Dadnadji a fait le tour d'horizon de quelques questions touchant au bon fonctionnement de leurs établissements respectifs. Ce fut l'occasion tout indiquée pour ceux-ci d'égrener leur chapelet de doléances qui se résume en insuffisance de ressources humaines qualifiées, notamment pour l'enseignement des disciplines scientifiques. Du lycée Félix Eboué, le cortège du chef de gouvernement prend la direction du lycée collège du Sacré-Cœur. Contrairement au lycée Félix Eboué, où il n'y a pas beaucoup d'élèves, au Sacré-Cœur, les salles de classe pédagogiques sont pleines. Les cours ont effectivement démarré à la grande satisfaction du chef de gouvernement qui a eu à visiter quelques enseignants en situation de classe. Le lycée collège du Sacré-Cœur, un établissement conventionné qui s'impose comme la référence dans la capitale, doit aussi arrimer son système à la nouvelle matrice scolaire qui distingue clairement l'enseignement fondamental de l'enseignement secondaire. C'est préoccupé Joseph Dimranga Dadnadji, chose que la responsable n'a pas trouvée extraordinaire, mais elle la renvoie au directeur national de l'enseignement catholique. Le lycée de Walia 1 et 2, dans le 9e arrondissement, boucle la visite inopinée du Premier ministre. Ici, l'on n'a pas dérogé à la règle. Le lycée de Walia fonctionne avec les 3 niveaux, seconde, première et terminale. Comme le lycée Félix Eboué 1 et 2, Walia 1 et 2 ne sont pas exemptes de difficultés. L'on a constaté l'insuffisance d'enseignants dans les disciplines scientifiques et la langue arabe. Le ministre de l'enseignement secondaire, Abdelkarim Seïd Bosch, qui a de bout en bout suivi toutes ces doléances avec le Premier ministre, trouvera sans nul doute
une solution idoine à toutes ces préoccupations. À la fin de la visite, le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadi, qui s'est prêté aux questions des journalistes, s'est félicité de l'application de la réforme et de l'effectivité de la rentrée scolaire. Il déplore cependant la non-implication des élus locaux dans la réforme. Le voici. Ce que j'avais cherché à vérifier, c'est de m'assurer que ce qu'on peut appeler aujourd'hui la réforme du système éducatif commence à mettre en place à côté de nous en N'Djamena. Vous avez dû voir que le ministre de l'Éducation, enfin de l'enseignement secondaire et des formations professionnelles était avec moi, avec tout son staff. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ça confirme toujours ce que j'ai dit, c'est que nous n'avons pas de problème en termes d'orientation politique, puisqu'on sait ce qu'on veut. Nous n'avons pas de problème aussi en termes d'organisation qui existe sur le papier. Nous avons vraiment un problème de gestion et ça sort naturellement du cadre étroit de l'éducation. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que si on parle des gestionnaires, c'est peut-être à un niveau, mais aussi bien au lycée Eboué, au Sacré-Cœur qui est un peu à part, et au lycée de Walia, les gestionnaires de terrain, je crois qu'ils sont beaucoup plus perspicaces que nous autres qui sommes un peu au-dessus. Au-dessus, nous avons tendance à sublimer, à fantasmer, parfois à politiser. Mais les enseignants de terrain, ils savent ce qu'ils veulent. Et ils sont, je dirais, même beaucoup plus réceptifs à ce qu'on leur demande de faire parce qu'ils sont conscients de l'état de délabrement du système qu'ils sont en train de gérer. Et partout où on est passé, les réponses sont précises. À vous poser une question, vous avez une réponse précise. Le même problème revient, c'est des professeurs de manière générale qualifiés, mais surtout des professeurs des sciences, et en particulier les mathématiques. Et ici à Walia, les professeurs de l'enseignement de l'arabe. Sur ce point, il faut qu'on soit clair entre nous. L'arabe doit être enseigné dans les mêmes proportions que le français. Il n'est pas question de considérer l'arabe comme quelque chose qu'on fait de manière facultative. De la seconde à la terminale, tout le monde apprend. Mais il n'y a pas de professeur. Donc, nous devons régler cette question, n'est-ce pas, des enseignants de l'arabe. Il faut qu'ils soient partout et qu'ils soient disponibles. Sur ce point, on va être très vigilants. Je ne voudrais pas donner l'impression qu'on a des lycées francophones ou bien on a des lycées où il y a bilingue. Non. Il y a un lycée tout court, il y a un établissement d'enseignement secondaire ou primaire tout court et on doit y enseigner les deux langues. Donc vraiment, je dois tirer mon chapeau aux hommes de terrain, les proviseurs, les directeurs des établissements qui comprennent mieux l'enjeu, comme je l'avais dit aussi pour les syndicats. Et les parents d'élèves, ils comprennent mieux l'enjeu de ce que nous voulons faire que nous, les politiciens, ou bien ceux qui se disent politiciens et qui parfois transforment la vérité, alors que sur le terrain, les gens veulent que ça change, les gens veulent que ça avance. Et je suis vraiment réconforté par ce constat que j'ai fait. Donc, avec le ministre, on a pris beaucoup d'informations et nous devons redéployer les moyens. Nous avons beaucoup de moyens, il faut le dire. Nous devons redéployer ces moyens-là pour que chaque établissement ait ce qu'il lui faut. J'ajoute la question qui a été évoquée depuis le lycée Eboué, c'est l'implication de la décentralisation dans le fonctionnement du système éducatif. Et nous travaillons beaucoup sur cet aspect, mais quand, par exemple, au lycée Félix Eboué, il y a des tâches simples comme des toilettes bouchées, l'eau qui est là, qui encombre la circulation dans la cour de l'établissement, il n'y a personne. C'est des choses qu'on ne peut pas faire à partir de l'État central. C'est des choses qui se font localement. Ici, à Walia, il y a le problème de groupes électrogènes. Ça ne demande pas une expertise de grande importance. C'est des choses qui doivent se régler localement. Donc, il faudrait que les élus locaux qui ont eu à faire des campagnes en prenant moins au merveille aux électeurs comprennent que la fonctionnalité des établissements dépend d'eux. Nous avons dit, par rapport aux lois de la décentralisation, que les lycées, pour le cas de N'Djamena, sont à la disposition de la mairie centrale et les écoles primaires et les cours moyens sont à la disposition des communes d'arrondissement. Il faudrait que les élus locaux le comprennent. On ne leur demande pas de mettre tout leur budget dans le fonctionnement de ces établissements-là, mais au moins de s'intéresser à ce fonctionnement-là, venir voir les chefs d'établissement, poser des questions, servir un peu de relais entre l'État central et l'établissement pour que tout le monde se rende compte que la question de la formation, la question de l'éducation doit être au centre de sa préoccupation. Chapitre éducation toujours, le secrétaire général de la région du Ouaddaï a lancé officiellement la rentrée scolaire 2013-2014 dans sa région le 1er octobre dernier. Plusieurs personnalités
civils et militaires ont pris part à cette cérémonie. Mohamed Abakar Seidouna. C'est ici, à l'école primaire des Caminants, dans le premier arrondissement de la ville d'Abéché, que la rentrée scolaire 2013-2014 est lancée. À travers cette cérémonie, les autorités régionales se veulent déterminées à apporter un nouveau souffle à l'école. Déjà, le délégué régional de l'éducation nationale du Wadaï s'est réjoui de l'effectivité de la rentrée scolaire. Brahim Mahmoud Ouchar appelle les responsables en charge de l'éducation dans sa circonscription à s'impliquer davantage afin que l'école tchadienne retrouve sa place telle que recommandée par les plus hautes autorités du pays. L'application de la réforme du système éducatif doit interpeller tout un chacun, relève Sébi Boko. L'école tchadienne a perdu sa place d'attente. Il faut lui redonner ses lettres de noblesse, a martelé le secrétaire général de la région du Wadaï. À la fin de la cérémonie, le secrétaire général de la région a visité quelques établissements de la ville, notamment le lycée franco-arabe d'Abéché et l'Institut Boustan, pour s'imprégner de l'effectivité de la rentrée scolaire 2013-2014. Le syndicat des enseignants du Tchad 7 a tenu ce matin à la bibliothèque du lycée Félix Eboué un point de presse axé sur l'évolution de l'école tchadienne de l'indépendance à nos jours et la contribution du 7 dans la formation des élèves. C'est le chargé des revendications du 7, Kebena Samuel, qui a fait ce point de presse. Voici un extrait proposé par Senus Youssouf Hassan. La contribution du 7 à l'essor de l'école tchadienne à l'ère de la Renaissance se fera sur deux axes. La sensibilisation des militants du 7 et l'élaboration des propositions constructives aux autorités. Les enseignants ne sont pas à l'abri de mauvaises habitudes qui ont cours dans notre pays. Le 7 s'engage donc à sensibiliser ses militants sur les droits et devoirs en dégageant la réciprocité qui lie ces deux concepts. La sensibilisation consistera à réveiller la conscience professionnelle chez ces militants. L'assiduité au travail, la ponctualité, la présence effective de l'agent à son poste sont des valeurs que le 7 entend faire renaître. Il doit attirer l'attention de ses militants sur des mots tels l'alcoolisme, le clientélisme, l'improvisation, le zèle politique dont souffrent nombre de nos concitoyens. Le 7 entend travailler pour que l'enseignant, dans cette nouvelle vision de l'école tchadienne, redevienne le modèle de citoyen enviable qu'il était autrefois. Le 7 n'est plus un syndicat exclusivement revendicatif, il est aussi un syndicat de proposition. Nous entendons faire des propositions au gouvernement et plus particulièrement aux autorités en charge de l'éducation pour mettre fin aux nominations complaisantes aux postes de responsabilité. Des propositions relatives à la formation du personnel, d'encadrement du fondamental et du secondaire, la formation professionnelle des enseignants, l'intégration des professionnels de l'éducation seront faites à qui de droit. Le 7 profite donc de cette occasion pour proclamer sans embâche son soutien au ministère des enseignements secondaires et des formations professionnelles pour la suppression de certains lycées fantaisistes. La position du 7 est fondée sur trois principales raisons, à savoir la gestion rationnelle des ressources humaines, la gestion rationnelle des infrastructures scolaires et la consolidation de l'unité nationale à travers le brassage des élèves. Dans le cadre de la nouvelle vision de l'école tchadienne prônée par le gouvernement, à laquelle le 7 adhère totalement, il l'invite à prendre des mesures d'accompagnement telles
l'instauration des cantines scolaires pour aider les élèves démunis et fréquentant loin du lieu de résidence de leurs parents. Autre volet de l'actualité, il vous souviendra qu'en août dernier, une mission conjointe du ministère du Pétrole et de l'Énergie et du ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques a fait une descente sur le champ pétrolier des Roniers dans le Lough-Chari. La mission avait découvert un brut mis dans des bassins à ciel découvert susceptibles de causer un désastre environnemental. L'entreprise en charge d'exploitation a été suspendue. Hier, les deux ministres sont repartis pour constater l'effectivité de l'application des mesures prises. Notre reporter Kandatao Hamia était de la partie. Son reportage. 2 mois après la suspension de la compagnie pétrolière CNPC de toute activité pour constat d'irrégularité, le ministre du Pétrole et de l'Énergie et son collègue de l'Environnement et des Ressources halieutiques sont descendus sur le site pétrolier des Roniers dans le Lough-Chari. Il s'agit pour les deux ministres de constater le respect des mesures imposées à la CNPC. Les deux ministres sont accompagnés par le conseiller technique aux mines, à l'énergie et au pétrole du président de la République, du directeur général de la Société des hydrocarbures du Tchad, SHT, de quelques techniciens de leur département et surtout de la vice-présidente de la CNPC, Wu Yan, venue de Beijing pour la négociation. Les machines, à l'exemple de la plateforme de forage de Baoba NE14, sont effectivement aux arrêts. Il y a fort heureusement un début d'exécution des mesures. Il y a certains trous qu'on a excavés, c'est-à-dire on a enlevé toute la partie qui est contaminée par une infiltration éventuelle. Et donc tous ces sols contaminés, c'est ce qu'on a mis dans des conteneurs derrière moi ici. Nous étions passés sur un rig où on a vu qu'effectivement, ils commencent à mettre des plastiques dans des bacs à boue. C'est comme ça que ça doit se faire. Le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques est formel. Le programme de gestion environnementale doit être scrupuleusement respecté. Qu'à partir de notre première visite, c'est d'appliquer vraiment le plan de gestion de l'environnement. Tout est décrit. Il n'y a rien d'inventé en cas de déversement accidentel. Il y a un plan de déversement pour ce site-là. On ne tolère pas comme ça de faire n'importe quoi. Les efforts fournis par la compagnie pétrolière CNPC ont été appréciés à leur juste valeur par le ministre du Pétrole et de l'Énergie. Donc aujourd'hui, je crois que je suis à moitié satisfait, mais il y a une place où on était, où on essaie de collecter les bouts de forage dans d'autres zones pour venir mettre dans un grand bac avec du plastique. Ça, c'est une solution temporaire, parce qu'à long terme, il faut absolument qu'on ait des systèmes de traitement. Ces injonctions ont amené la CNPC à présenter le plan de construction d'un centre de traitement des déchets contenu dans le cahier de charges. Ceci afin d'éviter le dépôt dans des bacs à boue ne respectant pas les normes en vigueur, de l'huile et des métaux lourds extrêmement nocifs à l'environnement et à tout ce qui est vivant. Le ministre de la Communication, Hassan Sila Bakari, a reçu hier dans les locaux de son département les étudiants envoyés dans les différents pays africains par le ministère de la Communication. Hassan Sila Bakari a tenu à les féliciter et à les encourager pour leurs résultats obtenus aux examens de fin d'année. Adoumbay Hortense. Ils sont tous étudiants dans les différentes filières de la communication, à savoir la production, le technico-artistique et le journalisme. Leur formation est financée par l'État tchadien à travers le ministère de l'Information et de la Communication. Ils ont obtenu de bons résultats aux différents examens de fin d'année. La plupart est déclarée meilleure de sa promotion. Certains ont même été primés par leur établissement respectif, ce qui a suscité la fierté du chef du département de la communication. J'ai eu le résultat de la deuxième année d'expérience et je suis fier d'appartenir à un pays qui a des jeunes qui ont de l'ambition, qui a des jeunes qui réussissent au-delà de nos frontières et surtout qui sont parmi les meilleurs. J'ai tenu à vous rencontrer pour vous passer le message du chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, qui me charge de vous dire à vous tous qui représentez le drapeau tchadien que vous n'avez pas démérité. Vos résultats reflètent en fait la renaissance du Tchad. Vos résultats sont aujourd'hui pour nous
une fierté et un objet de satisfaction, sont toutes légitimes, que je dirais, mais surtout parce que je suis fier d'appartenir à une génération qui n'a pas froid aux yeux. Pour le directeur général de l'ONRTV, ces jeunes doivent porter haut ce flambeau pour permettre à son institution de faire face à la concurrence. Si j'étais un coup d'œil ici, avant c'était l'ONRTV. Maintenant je vois Electron TV. De l'autre côté on a Al Nassour. Ça veut dire que la concurrence est ouverte. Et pour faire face à la concurrence, il n'y a que la qualité du travail. Et cette qualité-là, il faut la rechercher. Et pour la rechercher, il faut acquérir la connaissance. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. La directrice de Télétchad a déploré le nombre minime de la junte féminine parmi ses étudiants. Tout de même, elle compte sur leur apport pour le Tchad renaissant. Je ne suis pas féministe, mais je l'ai déploré à l'époque. Aujourd'hui, je suis en train de voir les quelques rares qui sont parmi vous en train de réussir. Et la plus grande fierté, c'est que celle qui est parvenue première de toute une université est une femme qui a dû partir en laissant un bébé de 2 mois. Et ça, je crois vraiment, je lui tire chapeau et je voudrais qu'elle serve d'exemple pour toutes celles qui sont déjà à l'intérieur et celles qui arrivent dans la profession. La réussite de ces étudiants est évaluée à 99%. À propos de certains qui comptent intervenir dans les stations privées après leur cursus, quelques instructions leur ont été données par le ministre. Il les exhorte à maintenir le cap et à demeurer exemplaires afin de refléter davantage l'image du pays à l'étranger. Le samedi dernier, le secrétaire général du mouvement patriotique du Salut a organisé un déjeuner de presse à l'hôtel Kempeski. Une sortie médiatique pour Béom Malo Adrien qui commémore bientôt sa première année à la tête du secrétariat général du MPS. À cette occasion, il a fait une déclaration dont voici un extrait. Militantes et militants, distingués invités, mesdames et messieurs les journalistes, qu'il me soit permis avant tout propos de vous inviter à observer un moment de silence en la mémoire de l'ancien secrétaire général adjoint nommé en même temps que moi, mais qui n'est plus parmi nous. Je veux parler de feu Dr Ndele Moussa Yayami. Je vous remercie. Bientôt 365 jours se seront écoulés après notre élection au de par le président fondateur, le camarade Idriss Déby Itno, à la faveur de la résolution numéro 3 du 5e congrès ordinaire. Cette rencontre avec vous, femmes et hommes de la presse, s'inscrit dans la droite ligne des actions capitales et prioritaires inscrites dans mon agenda, mais toujours différées à cause des actions urgentes à mener dans le parti. Comme le dit un adage, mieux vaut tard que jamais. Au niveau du parti, conformément aux décisions du 5e congrès, il était plus que urgent de s'atteler en priorité à mettre fin aux activités et fonctionnement des bureaux de soutien ainsi qu'aux fonctions de chef de file des régions au sein du bureau politique national. Il nous fallait donner un coup d'arrêt net à l'anarchie qui menaçait de gangréner le parti et l'entraîner au dépiéçage et à la paralysie. La suppression de la fonction de chef de file, quant à elle, se conforme à la décentralisation du pays et à la responsabilisation des militants à la base. La réalisation marquante enregistrée 2 mois après la tenue du 5e congrès a été la pose de la première pierre de la construction du nouveau siège national du mouvement patriotique du Salut. Cette initiative, chaleureusement, concrètement et financièrement soutenue par les militantes et militants du mouvement, est entrée aujourd'hui dans sa phase exécutoire. Mais le fait dominant durant ces quelques mois aura été la restructuration des organes et cellules de base du MPS à travers toutes les régions du pays. On peut affirmer aujourd'hui, sans risque de se tromper, que la machine MPS est remise sur de nouveaux rails et s'apprête à lancer sa course vers les nouvelles étapes de sa marche en avant et de nouvelles victoires. Par ailleurs,
pour moderniser le mouvement et le rendre plus performant, il est entrepris l'informatisation de nos services centraux et le renouvellement de nos cartes de militants, ainsi que la création d'un site web qui seront opérationnels dès la semaine prochaine. Distingués invités, mesdames et messieurs les journalistes, après 2 décennies de présence sur la scène nationale, le MPES se doit de rénover ses méthodes, son style, ses approches pour les adapter à l'évolution du temps et des mentalités. La mobilisation des militantes et militants ne se limiterait plus qu'aux grandes circonstances. La grande partie du temps sera mise à profit pour travailler et se former. Dans ce sens, nous œuvrons à ce que le MPES marque sa présence dans d'autres espaces et assume la confrontation avec les autres partis politiques. Certes, les alliances avec les autres partis restent de notre préoccupation. Cependant, il nous faut promouvoir leurs cadres et leurs prestations en les évaluant pour les mettre au diapason de la rénovation et de l'efficacité qui nous anime et surtout les évaluer à la lumière de notre idéologie qui est la social-démocratie. Distingués invités, mesdames et messieurs les journalistes, parti au pouvoir et non parti du pouvoir, le mouvement patriotique du salut est en liaison étroite, constante et dynamique avec le gouvernement et le groupe parlementaire MPES qui sont ses propres émanations. Ma présence au sein du gouvernement est d'ailleurs motivée par ce souci du président de la République, président fondateur du MPES, le camarade Idriss Déby Itno, de faire profiter à l'exécutif de manière directe de nos conseils, propositions et suggestions afin que soit garantie la cohérence et l'harmonisation de nos activités respectives. Distingués invités, mesdames et messieurs les journalistes, comme je l'ai souligné d'entrée de jeu, cette rencontre n'étant qu'une occasion d'échange et de partage, je vous remercie pour votre aimable attention tout en étant disposé à répondre à vos questions. Je vous remercie.